technique, vous nous indiquez via le fil de discussion pour les problèmes techniques, si le son, vous n'entendez pas, ou si vous avez un problème d'image, pour qu'on puisse s'adapter en direct. Alors, me semble-t-il que je transmets la parole à Denis Cuvillier, qui est membre de la commission particulière du débat public. Merci, Denis. Oui, bonjour, Denis Cuvillier, membre de la commission particulière. J'avais participé à la première journée pêche, le 30 novembre dernier, qui avait été une journée qui avait été ciblée autour des pratiquants de la pêche, autour des pêcheurs. Cette deuxième journée, elle est un petit peu plus ouverte, parce que bien sûr, elle est destinée aux pêcheurs, mais la connexion a été ouverte à tous ceux qui le souhaitaient. Dans notre obligation de tenir associé étroitement le grand public à tout ce qui se fait dans le cadre du débat. Un bref retour sur la journée du 30 novembre. Ça avait été l'occasion le matin d'échanger, de faire des retours d'expérience avec des pêcheurs de pays étrangers, l'Angleterre notamment, la Hollande aussi, qui ont l'expérience de parcs éoliens puisqu'ils ont démarré avant la France dans l'installation des parcs éoliens. Et puis l'après-midi, ça avait été réservé à des échanges strictement avec les pêcheurs sur leurs attentes, leurs besoins dans le cadre de ce débat. Il y a ensuite une journée de préparation de cette deuxième journée avec les instances représentatives de la pêche, notamment les instances syndicales. Et le programme de cette deuxième journée, il a été établi à partir de cette réunion de préparation. Voilà, donc Julie va animer ce congrès. Merci beaucoup, Denis. Bonjour à tous. Julie Dumont, donc membre de la commission particulière du débat public. Donc aujourd'hui, notre programme tournera essentiellement pour la matinée autour des effets socio-économiques sur la pêche, en phase travaux, exploitation, démantèlement. Voilà, plusieurs intervenants que je vous présenterai par la suite. Ensuite, dans l'après-midi, on sera plus autour de la question de la sécurité en mer, des assurances et ensuite des retombées économiques sur le territoire. Voilà, donc un programme assez chargé. Avant de commencer les présentations, donc, pour chaque intervenant, on aura 20 minutes environ de présentation et 20 minutes de questions-réponses. Voilà, donc on essaiera de tenir ce timing durant la journée. Donc simplement avant de commencer cette journée, je vais rebalayer rapidement les scénarios qui ont été élaborés il y a quelques semaines, quelques jours, lors d'une réunion à laquelle ont participé pas mal d'acteurs socio-économiques, dont des pêcheurs qui étaient bien représentés lors de cette rencontre. Et donc, ça nous a permis, si vous voulez, d'établir un certain nombre de scénarios qui ne sont pas définitifs. Il y aura des scénarios plus définitifs en fin de débat, évidemment, mais ça permet aux acteurs de commencer à se prononcer sur les avantages, les inconvénients, d'identifier les scénarios les plus favorables. Voilà, donc on est bien sûr sur des scénarios qui vont du scénario 0, c'est-à-dire pas de projet, jusqu'à des scénarios combinés qui associent un premier parc et un second parc. Donc, je vais passer rapidement sur les diapos pour présenter ces différents... voilà, donc on aura, effectivement, on a précisé, un scénario 1, 2, 3, 4, plus un autre parc éventuel. Donc, on va repartir sur le scénario 0, donc celui-ci est assez simple à présenter, pas de projet. Sur le scénario 1, c'est un scénario qui reprend ce qu'on a appelé le projet historique, c'est-à-dire un parc de 500 MW posé dans la première zone, donc la zone initiale de 300 km² et dans les zones territoriales. Voilà, donc ça, c'était le projet de 2015. Ensuite, on a un deuxième scénario qui est un parc de 1000 MW dans la zone d'étude qu'on a appelée la zone d'étude étendue, puisqu'elle est passée de 300 km² à 743 km² en cours de débat public. Et cette fois-ci, ce parc de 1000 MW serait dans la zone économique exclusive. Ensuite, on a un scénario 3, qui est là de nouveau un parc posé
de 1000 MW, mais qui est hors de la zone d'étude de l'État, donc plus loin, et donc en dehors du parc naturel marin. Donc voilà, donc des localisations qui se situent plus au large, avec des profondeurs importantes. Le scénario 4, donc cette fois-ci, on est sur de l'éolien flottant, et donc ce serait un premier parc flottant de 1000 MW, complètement hors de la zone d'étude et bien plus au large. Donc voilà, donc à ces scénarios 1, 2, 3, 4 peuvent être associés des options d'un deuxième parc en posé, en flottant, voilà, avec là aussi une palette d'options assez variées. On a également les cartes d'enjeux qui sont disponibles. On va les diffuser très rapidement pour que les gens qui nous regardent et vous qui êtes présents ici, vous puissiez les avoir en tête. Voilà, donc là, je ne vais pas faire de grands commentaires, hein, simplement, là, on est sur la carte de la zone des zones de protection, donc Natura 2000, parc naturel marin, et périmètre de protection du phare de Cordon. Donc ça, c'est les zones de protection. Ensuite, on a la carte des enjeux environnementaux, donc avec une zone à fort intérêt écologique, des zones, pardon, à fort intérêt écologique, les couloirs de migration qui sont indiqués, les enjeux pour les cétacés et les enjeux forts pour l'avifaune et l'oiseau. Ici, on a une carte plus réglementaire, notamment avec les chemins d'accès militaires et les zones d'essai militaires. Et enfin, donc une carte plus technique qui revient sur les gradients de vitesse de vent, également la bathymétrie, donc les limites de profondeur, et les différentes zones de raccordement du parc. Ici, nous avons donc une carte sur la pêche et le trafic maritime, avec un gradient d'intensité des zones de pêche connues, donc sur des bateaux a priori de plus de 12 mètres, et la limite des 20 miles nautiques, limite de pêche artisanale. Voilà, alors issu de l'atelier que nous avons fait sur les scénarios, vous avez un ensemble de gommettes qui ont été positionnées par les différents acteurs, dont on a fait une synthèse. Voilà les zones de localisation qui ont pu être proposées lors de cet atelier. Et comme vous le voyez, ça peut regrouper l'ensemble des 4 scénarios que j'ai présentés il y a quelques minutes. Voilà, donc ça c'est pour que vous ayez en tête un petit peu l'avancée aussi des différents sujets que nous avons pu traiter lors de ce débat. Voilà pour la présentation, je dirais, introductive qui permet à chacun de disposer un petit peu des différents éléments. Et puis donc, nous allons cette fois-ci attaquer, je dirais, le dur de tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec WPD, donc Brice Cousin, alors, qui doit normalement être en visio. Je suis là. Ah. Et on vous entend. C'est formidable. C'est parfait. Voilà, donc comme je l'ai précisé, on se donne environ 20 minutes de présentation. Alors ici, on est sur les effets socio-économiques sur la pêche, en phase travaux, exploitation et démantèlement. Donc WPD, vous avez cette expérience d'exploitation et de mise en place des parcs. Et donc, on va donc vous laisser une petite vingtaine de minutes pour présenter votre propos. Et ensuite, on aura une séquence de questions-réponses, à la fois ici dans la salle, mais aussi via le chat, de manière à ce que tout le monde puisse voilà, vous poser des questions durant une vingtaine de minutes. Je vous laisse la parole. Merci. Très bien. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Je ne sais pas si vous m'avez donné la possibilité.
Carole qui était manette normalement, mais bon, on va laisser ça. Alors, je ne vois pas la possibilité pour l'instant et je suis peut-être au mauvais endroit. Sécurité. Dans sécurité. Voilà. Partager leur écran. Écran partagé. C'est bon. Non, il faut qu'il soit coché. C'est bon, normalement. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, c'est bon. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'on n'a pas fait de test avant, à quel endroit suis-je censé voir le partage? Oui, un petit bouton vert en bas où il y a marqué écran partagé. Et normalement, oui, tout à fait, mais il ne me propose pas. Un participant peut partager à la fois. Il ne me propose pas de partager mon écran. C'est pour ça que, ah, ça y est, ça arrive. Ah. C'est bon, on le voit bien. Vous le voyez? Oui, mais je peut-être en visuel. C'est bon. Cela fonctionne? Oui, parfaitement. Bon, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais me présenter, donc Brice Cousin, je suis en charge du développement chez WPD Offshore France. Cela fait 15 ans que je travaille dans le développement de parcs éoliens en mer au large des côtes françaises. Et je vais vous partager le retour d'expérience, alors peut-être un peu amont de la définition du projet de Coursol, la manière dont il a été défini, en particulier avec les acteurs de la pêche, ce qui, je pense, introduira le propos de Laurent Barranger ensuite sur les aspects purement socio-économiques que nous sommes en train de travailler, puisque nous entrons plus précisément dans les phases de construction de ce parc. Alors, bon, je vais vous dire en 2 mots, WPD, qui nous sommes un producteur d'électricité 100% renouvelable. Nous avons de l'éolien à terre, de l'éolien en mer, du photovoltaïque, aujourd'hui présent dans 28 pays avec plus de 2400 éoliennes construites. Donc, un vrai retour d'expérience sur ces problématiques, de l'origine des projets, de l'évaluation du site, de la planification des parcs, jusqu'à leur exploitation et leur maintenance. Donc l'ensemble de la chaîne des projets, qu'il s'agisse de photovoltaïque, d'éolien terrestre et d'éolien en mer. Et pour l'éolien des parcs, aujourd'hui, 10 projets autorisés, dont ceux de Courseulles-sur-Mer et Fécamp en France, dont nous avons été coloréats en 2012, des parcs déjà construits en Allemagne et un parc également en construction à Taïwan. Bon, voilà, c'était une très courte introduction, mais pour le projet éolien en mer de Courseulles, il étude avec le parc d'Oléron dont on parle aujourd'hui. Il a été initié, alors Courseulles-sur-Mer, pour rappel, donc c'est en Normandie, ex-Basse-Normandie. Il fait partie du premier appel d'offres qui a été lancé par l'État en 2011 et dont nous avons été attributaires en 2012. Et il entre aujourd'hui dans sa phase de construction. Donc les similitudes, j'en parlais, ce projet il a été initié en 2007 avec un cadre réglementaire différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, les porteurs de projets développaient des parcs avec un tarif de rachat qui était réglementé. Et donc, WPD avait initié une concertation sur l'ensemble de la Manche. Nous avions identifié 5 sites. Et l'idée, c'était d'aller sur le littoral et d'essayer d'affiner ces zones techniquement favorables pour identifier des projets. Finalement, c'était un exercice assez similaire à celui qui est en cours aujourd'hui dans le cadre du débat public. Donc 2 années de concertation pour affiner finalement ces zones élargies avec les élus, les associations de protection de l'environnement, les résidents,
évidemment les pêcheurs pour aboutir à des projets beaucoup plus précis. Donc, cette concertation, elle a d'abord débuté de manière individuelle, aller voir chaque élu, aller voir chaque pêcheur, enfin, un maximum en tout cas, essayer de comprendre la baie de Seine que vous avez sur la carte de gauche, essayer de comprendre les enjeux de cette baie. Et si je caricature, finalement, les pêcheurs nous disaient, les usagers de la mer, même de manière générale, nous disaient mettez-les sur les plages, et les élus, mettez-les le plus au large possible. Et donc, notre travail, ça a été finalement d'essayer de trouver un compromis entre les problématiques de chacun. Sur la problématique pêche plus spécifique, la pêche en baie de Seine est un peu particulière puisque vous êtes dans un gisement classé de coquilles Saint-Jacques avec une très forte activité durant l'hiver et d'autres activités de chalutage au printemps et à l'automne sur des zones un peu distinctes. Et l'enjeu qu'il y a eu finalement sur cette zone, c'est de comprendre la pratique de chacun, de chaque port, puisque vous aviez 5 ports qui étaient directement concernés par le parc éolien en mer, des ports avec des pratiques différentes, des métiers différents. Et donc, nous avons cherché à mettre en place un groupe de travail représentatif de l'ensemble de ces ports, des différents ports et des différents métiers pour essayer de répondre à toutes les interrogations qu'il y avait. Donc, les interrogations, elles étaient évidemment sur les effets sur la ressource halieutique, mais également des questions sur la sécurité maritime, comment on va voir ces éoliennes sur nos radars, comment elles vont être indiquées sur les cartes. Donc on a mené une cinquantaine de réunions sur le sujet et nous sommes allés en Angleterre avec des représentants des différents comités pour rencontrer des pêcheurs qui travaillaient là-bas, ce que vous avez pu faire lors de la dernière réunion pêche, avoir un échange avec des gens qui travaillent à côté de ces éoliennes et voir se répondre finalement aux interrogations, aux principales interrogations. Il y avait beaucoup d'autres problématiques à prendre en place, les autres usagers de la mer, les problématiques de ferry, les problématiques de remorqueurs à proximité du port du Havre. Et finalement, nous avons réussi à aboutir à un projet. Ce projet, à l'époque, en mars 2009, 2 années de travail, c'était un projet de 50 éoliennes sur 50 km² à une dizaine de kilomètres du littoral. Et pour les aspects pêche, il suivait les orientations, l'orientation de la marée pour pratiquer la pêche à la coquille Saint-Jacques. On avait exclu toute une partie de la zone qui était le cœur du gisement de coquille Saint-Jacques, et nous nous étions éloignés d'un certain nombre d'épaves autour desquelles les pêcheurs travaillaient. Et finalement, ce projet, il y a eu une demande de concession, une demande d'autorisation pour ce projet en mars 2009. Ce projet, il avait obtenu un véritable consensus, un soutien des élus, des usagers de la mer. Nous étions tous d'accord sur cette localisation, mais il a finalement été gelé. L'instruction n'a pas eu lieu et l'État a décidé de lancer une procédure d'appel d'offres. Cette procédure d'appel d'offres, c'était une zone plus grande, une zone de 100 km², donc 2 fois plus grande que la zone historiquement imaginée, et un parc de 60 à 100 éoliennes, alors que nous avions réussi à trouver un accord sur 50 machines. Et donc, il a fallu, en 2011, relancer une concertation avec l'ensemble des acteurs pour essayer de trouver un consensus. Et ça, c'était dans le cadre de l'appel d'offres. Une fois l'appel d'offres lancé, réfléchir
à la meilleure offre, au meilleur projet, au projet qui obtiendrait le soutien du territoire. Si nous avions bêtement répondu aux critères techniques, nous aurions rempli la zone sans éolienne, 100 km², une production maximale, mais nous n'aurions pas respecté les engagements historiques que nous avions, à la fois des engagements avec les comités des pêches, de nous éloigner du gisement de Coquille Saint-Jacques, de respecter certaines épaves, mais également avec les élus de sortir de l'axe du site historique d'Aromanches, puisque ce parc est au large des plages du débarquement, avec un certain nombre de sites mémoriels extrêmement importants. Donc nous avons retravaillé durant la phase d'offre avec les acteurs pour essayer de redéfinir le meilleur parc, mais tout en répondant au cahier des charges de l'État. Donc nous avons cherché à condenser ce projet, essayer d'implanter les éoliennes à s'éloigner du gisement de Coquille Saint-Jacques, à s'éloigner de l'axe du site classé d'Aromanches. Mais tout ça nous a produit un parc qui n'était plus rentable puisque les éoliennes étaient trop proches les unes des autres et elles se perturbaient trop. Donc il a fallu faire des choix et donc nous avons décidé de supprimer une partie du site, de ne pas aller dans la partie nord du site. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le parc de Courseulles-sur-Mer ne fait pas 500 MW comme l'ensemble des projets du premier appel d'offres, mais il n'en fait que 450, parce que nous avons décidé de remettre une offre qui respectait nos engagements historiques avec les usagers de la mer et les élus, mais qui était finalement moins productif. Ça a été un choix payant, puisqu'in fine, nous avons remporté cet appel d'offres. Voilà, il y avait eu, je vous l'évoquais, un travail également paysager. L'idée était de combiner à la fois les problématiques des usagers de la mer, mais aussi les problématiques paysagères, en essayant de limiter au maximum l'impact visuel du projet. Donc, ce projet qui est à 10 km, 10 km de construction. C'est-à-dire qu'il y a eu ensuite tout un travail, les demandes d'autorisation qui ont pris donc les études d'impact sur l'environnement, les demandes d'autorisation, l'instruction des dossiers avec l'administration qui nous a demandé un certain nombre de compléments pour répondre à l'ensemble des problématiques. Ensuite, l'obtention des autorisations, 3 années de recours contentieux et l'année dernière, la décision finale d'investissement du projet qui lance la phase de construction. Durant toute cette période, le travail avec l'ensemble des acteurs s'est poursuivi. Durant la phase d'instruction, une grande commission nautique a eu lieu. Cette grande commission nautique, nous sommes arrivés avec une proposition conjointe construite entre nous et les comités des pêches. L'idée était de proposer à la commission nautique des propositions d'usage dans le parc. Donc, le type de navire, moins de 25 mètres, les problématiques techniques, savoir si on pourrait mouiller ou non au sein du parc, stationner, et une réflexion sur la pratique de pêche qu'on pourrait autoriser dans le parc. Alors, je vous le disais, c'est un site un peu particulier avec beaucoup de pêche à la coquille Saint-Jacques. Et donc, l'idée, ça a été de définir ce qu'il était possible de faire hors saison de coquille Saint-Jacques et pendant la saison de coquille Saint-Jacques. Donc, autoriser les arts traînants, donc les chaluts au sein de couloirs entre les éoliennes, et puis autoriser également la pratique aux arts dormants, donc les filets, les casiers. Et ce qu'il a été réfléchi avec les comités à l'époque, puisque tout ça évolue, mais à l'époque, l'idée, c'était partager le parc en 2 zones et avoir une pêche alternée. Là, je parle hors de la saison à la coquille Saint-Jacques. Donc, l'idée, c'était de se partager la zone. Donc, c'est ce qu'on voit sur la carte de gauche. Donc, une partie nord, une partie sud.
du partage de la zone avec une rotation régulièrement, un coup au nord, un coup au sud. Pendant la période de pêche à la coquille Saint-Jacques, ce qu'il a été réfléchi, c'est d'autoriser exclusivement la pêche à la coquille Saint-Jacques. Elle se travaille avec des dragues. Ce sont des engins qui sont peu manœuvrants. Et donc, on ne souhaitait pas avoir plusieurs types de pêche dans le parc durant cette période. Et donc, il a été proposé de travailler à la coquille Saint-Jacques dans des chenaux de 600 mètres entre les éoliennes. Et donc, vous voyez d'ailleurs que le design du parc a été réfléchi pour dégager des chenaux dans lesquels vous n'avez pas de câbles électriques qui croisent ces chenaux, donc des distances de 3000 qui permettent aux bateaux de manœuvrer et de pêcher au sein du parc. Et donc, cette proposition qui a été faite durant l'instruction du dossier à la Grande Commission nautique a été favorablement accueillie par les autorités maritimes. On a également fait tout le travail de balisage au sein de cette Grande Commission nautique, donc je vais passer vite là-dessus, mais des éoliennes en coin signalées par les balisages SPS. Il faut savoir que sur ces problématiques de balisage, il y a aujourd'hui des réflexions en cours au niveau national pour adapter les balisages des parcs éoliens en mer afin de limiter au maximum l'effet visuel que pourraient avoir ces projets. Donc, il y a des évolutions réglementaires en cours de discussion au niveau national. Évidemment, la Grande Commission nautique traite des sujets de sécurité maritime. Donc, on a également évoqué la manière dont seraient repérées ces éoliennes avec des dispositifs d'aide à la navigation, de caméras pour observer ce qui se passe dans le parc. Et l'installation tout ça a été proposé validé en commission nautique en la construction. Dernière étape plus récente pour valider les propositions confirmer, on va dire, ce qui avait été défini en grande commission nautique en mars 2018, nous avons réalisé une expérimentation de pêche dans le parc, c'est-à-dire que dans le parc virtuel évidemment, mais nous avons installé sur l'étape traçante des bateaux de pêche le parc éolien en mer et il y a eu une expérimentation de drague à la coquille Saint-Jacques pour finalement vérifier que ce qu'on a imaginé sur le papier était possible, que les navires pouvaient travailler dans ces chenaux sans danger. Donc ça a été évidemment fait sous l'égide des autorités maritimes et les résultats ont été extrêmement positifs et confortent l'idée que cette coactivité est possible. Donc évidemment, nous, en tant que porteurs de projet, notre rôle, entre guillemets, s'arrête là, c'est-à-dire que nous avons tout mis en œuvre pour que le parc soit le plus compatible, de moindre gêne pour l'activité de pêche. Nous avons travaillé sur sa localisation, nous avons cherché à orienter les lignes d'éoliennes dans le sens qui convenait le mieux, mis en place tous les dispositifs de sécurité nécessaires. Mais ensuite, la décision revient au préfet maritime et c'est lui qui confirmera l'autorisation de pêche au moment de la mise en service du projet. Voilà, alors pour conclure, donc c'est une présentation un peu amont finalement de ce qui se passe en phase construction et exploitation, mais la concertation se poursuit évidemment. Aujourd'hui, je vous le disais, nous entrons dans la phase de construction et les discussions qui sont en cours
sont finalement les études socio-économiques qui ont été réalisées durant l'instruction du dossier et durant le développement du projet. Aujourd'hui, il s'agit de voir avec les pêcheurs comment nous allons limiter au maximum l'impact de la construction sur leur activité. Donc, quelle est la séquence de construction du projet, quelles vont être les zones qui vont être gelées à la pêche, puisque pour des raisons de sécurité, évidemment, lorsque les navires de construction travaillent, on ne peut pas se permettre de pêcher directement dans le même secteur. Donc, travailler ensemble sur la manière dont nous allons limiter au maximum les surfaces gelées à la pêche et discuter également des mécanismes de compensation durant la phase construction lorsque des zones de pêche seront gelées et que certains navires seront impactés directement par la construction. Et ça, je pense que ça fera l'objet de la présentation de Laurent Barranger dans la suite de notre journée. Voilà les éléments que je pouvais partager avec vous sur la prise en compte de l'activité de pêche du jour où on imagine le projet jusqu'à sa construction, avant même de parler des impacts que l'éolien en mer peut avoir une fois qu'il est en service sur l'activité. On est convaincu qu'en travaillant bien en amont, ces effets peuvent être extrêmement limités et ça a été le sens de cette démarche à Courseulles-sur-Mer et je pense l'objet de la concertation en cours, essayer de trouver la concertation en cours sur Oléron, essayer de trouver le projet qui permettra la meilleure cohabitation entre les différents usages. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est que, tel qu'on l'a prévu, on fasse simplement une petite phase de questions-réponses si vous en avez, ou de réactions à ce qui vient d'être dit par M. Cousin, avant d'avoir la prochaine intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans notre salle, ou est-ce qu'il y a des réactions? Oui. Donc, Denis va vous apporter le micro. Voilà. Bon. Je vais pas ici. Pardon, oui, je pense que c'est bon, tout le monde. Bonjour à tous, c'est Émilie Roche au comité des pêches de Charente-Maritime. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience qui était très intéressant. Moi, j'avais une question sur le métier du chalut. Vous avez parlé d'exercices de simulation pour les dragueurs à Coquille-Saint-Jacques. Est-ce qu'il a été transposé sur le métier du chalut? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ce métier particulier et éventuellement la cohabitation qui a été réfléchie au sein du parc? Merci. Alors, l'expérimentation qui a eu lieu était exclusivement dédiée à la coquille Saint-Jacques, qui était vraiment l'enjeu clé pour les pêcheurs du Calvados. Cela étant dit, sur le parc éolien en mer de Fécamp, dont nous sommes également coloréats, la problématique du chalut s'est posée, puisque là-bas, vous n'avez pas de drague à la coquille. Et la réflexion qui a eu lieu est similaire, c'est-à-dire d'aligner les éoliennes dans l'axe de travail des chaluts et de réaliser des couloirs de câbles également pour permettre l'activité de chalutage. Donc, c'est la proposition qui a été faite lors de la grande commission nautique à Fécamp et qui a reçu un bon accueil des autorités maritimes. Voilà. Après, d'un point de vue technique, je ne me permettrai pas de rentrer dans le détail. Vous êtes certainement plus au fait que moi.
la plus grosse problématique qu'il y avait sur la drague à la coquille Saint-Jacques, c'est que c'est un engin intrusif dans le sol, hein, puisque c'est un espèce de râteau, et donc se posait la question du risque de croche avec les câbles, puisque la drague à la coquille voilà, est intrusive. Le chalut, lui, chalut de fond n'est pas aussi intrusif. Pour ce qui est des chaluts pélagiques, je pense que c'est encore une autre problématique. Et ça, c'est à discuter. Il faut voir la longueur des chaluts, les spécificités site par site, finalement, pour imaginer comment permettre la coactivité. De mon point de vue, augmenter les distances entre machines et poursuivre cette réflexion d'alignement euh, doit permettre la coactivité également entre l'éolien en mer et le chalutage. Mais c'est un avis personnel, et la sécurité maritime en mer, c'est bien au préfet maritime de la décider. Donc, je pense qu'une cohabitation est possible. Et on l'observe au Royaume-Uni dans certains parcs où le chalut est pratiqué. Bonjour à tous, Faustine Masson, comité régional des pêches. J'avais deux questions, elles se rejoignent assez, donc c'est pour ça que je vais les poser du seul corps. Pardon. Vous avez parlé donc de l'expérience virtuelle. Moi, ma question, c'était plus, vous avez dit que le résultat était positif d'après les autorités maritimes. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il en était du côté des pêcheurs, s'ils avaient trouvé cette expérience utile et si ça les avait rassurés ou pas. Également, vous avez parlé du voyage d'études en Angleterre. Aussi, quel était le retour d'expérience des pêcheurs là-dessus, puisque à la dernière journée pêche, les pêcheurs anglais nous avaient dit qu'au final, même s'ils étaient autorisés, ils pêchaient très très peu dans les parcs, notamment parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité. Voilà, merci. Alors, sur j'ai pas envie de répondre à la place du comité régional de Normandie sur ce qu'on a observé. Ce voyage d'études, il a eu lieu véritablement au début du projet, quand il y avait énormément de questions. La réaction spontanée qu'il y a eu, je pense que les inquiétudes de l'époque, c'était plus sur la capacité à travailler, à manœuvrer au sein des éoliennes. Et la réaction spontanée qui a été celle des pêcheurs, c'était de dire bon, vos éoliennes, avec 1 kilomètre entre deux machines, je vais avoir aucun problème à travailler dedans. Je travaille en baie de Seine où il y a 250 épaves invisibles. Et j'arrive très bien à travailler. Donc, parce qu'à l'époque, finalement, la réflexion, ce que les pêcheurs voulaient, c'était obtenir l'autorisation de pêcher. Et donc, ça a été véritablement ça l'axe de travail, c'était comment on travaille ensemble à démontrer aux autorités maritimes que la pêche sera possible. Donc, eux, leur premier réflexe de ce voyage d'études, ça a été de dire, bah oui, je les vois sur le radar embarqué, je les vois bien parce que bah, c'est des structures visibles, contrairement aux épaves, donc je pourrais pêcher. Ça a été ça, leur réflexe. Ensuite, il y avait à l'époque, il se posait moins de questions sur les problématiques de ressources halieutiques, puisque bah, ces pêcheurs avec qui on travaillait étaient habitués à avoir des structures anthropiques dans leur espace maritime, les pontons du débarquement, toutes ces épaves. Donc pour eux, ce n'était pas forcément un sujet à l'époque, la question de est-ce qu'il y aura ou non de la ressource. Pour ce qui est du retour d'expérience des pêcheurs anglais que vous évoquiez, là-dessus, c'est compliqué de répondre. J'ai du mal à savoir, enfin, je ne peux pas me positionner pour eux, savoir pourquoi ils ne pêchent plus dans les parcs. Quelle est la raison? Est-ce que c'est une raison? Enfin, voilà, c'est pas évident pour moi de répondre, d'autant que vous les avez
il y a eu une réunion dédiée, donc je pense qu'ils ont apporté un certain nombre d'éléments là-dessus. Moi, je pense que voilà, les pêcheurs ont été rassurés sur la possibilité technique de travailler. Il reste, je pense que le retour d'expérience sur quel est l'état de la ressource halieutique dans le parc sera important une fois qu'on aura un parc éolien en mer construit en France. Et pour ce qui est des autorités maritimes, je pense qu'aujourd'hui, elles sont confiantes sur l'idée d'autoriser la pêche dans le parc. La première question qu'avait posée notre participante, c'était de savoir lors de l'expérimentation que vous aviez faite sur fictive, est-ce qu'on peut avoir un petit retour quand même? J'imagine sur place, vous avez dû avoir un retour des pêcheurs, peut-être sur ce point. Je suis embêté de répondre à leur place. Ce qu'on a observé, c'est que l'expérimentation s'est bien déroulée et que chacun a pu respecter les conditions de pêche qui étaient imposées par l'expérimentation, à savoir naviguer dans les couloirs de front. Il y avait 18 navires. Alors, peut-être qu'à l'ouverture de la coquille Saint-Jacques, il y a plus de navires sur zone et qu'il faudra réglementer le nombre de navires dans le parc. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que les pêcheurs ont réussi à respecter les contraintes que le parc amenait. Donc, de mon point de vue, c'est une réussite puisque ça n'a fait que conforter l'idée qu'on avait construite ensemble que la pêche dans un couloir d'éolienne, c'est possible. Un couloir qui fait 3000 nautiques de long, c'est possible. Et la drague à coquille Saint-Jacques, c'est possible. Après, voilà, peut-être que le comité régional des pêches de Basse-Normandie, aurait des nuances à apporter. Mais je préférerais, voilà, il faudrait leur poser la question. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vous propose qu'on passe à notre deuxième intervenant. Je rappelle aux personnes qui sont en distanciel qu'elles peuvent également poser des questions si elles le souhaitent dans le petit onglet conversation, représenté par une bulle en bas de l'écran. Donc, pour continuer donc, cette séance, on va accueillir donc Monsieur Laurent Baranger, qui je crois est avec nous, normalement. C'est vous, voilà, excusez-moi, on n'a pas eu le temps de se voir avant. Donc, secrétaire général du RICEP, qui va donc insister un petit peu plus là sur les conditions, les impacts socio-économiques qu'on peut avoir dans ces parcs. Celui-ci marche. Bonjour à toutes et à tous, merci. Je vais m'approcher là-bas pour pouvoir prendre la main sur le diaporama. Alors effectivement, Brice a raison, puisqu'en fait, il a fait une très bonne introduction à mon intervention. Parce que moi, je vais surtout vous parler de finalement l'étude, l'analyse des impacts socio-économiques des projets éoliens offshore sur les activités de pêche. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille sur ces sujets avec les professionnels de la pêche. Donc, on a découvert la problématique il y a une dizaine d'années avec WPD quand ils ont souhaité qu'on étudie les risques potentiels pour la pêche lors de la phase de levée des risques. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les besoins des professionnels et des industriels d'en connaître un peu plus et de se projeter davantage sont apparus au fil de l'avancement des différents projets. Voilà. Donc, c'est une très bonne intervention précédente. Ça me permet d'enchaîner assez rapidement sur la suite. Donc, j'ai prévu une intervention de 4 points. Premier point, je présenterai nos activités et en particulier en lien avec l'éolien offshore. Je présenterai par la suite la pêche professionnelle et son environnement de manière très synthétique, juste pour poser quelques sujets clés qui montrent que finalement chaque site est un peu particulier sur l'ensemble des sites sur lesquels on est intervenu. Il y en a très peu qui se ressemblent.
Donc, je vous expliquerai pourquoi. En troisième point, j'expliquerai rapidement la méthodologie que l'on déploie, puisqu'en fait, on a aujourd'hui une méthodologie qui est similaire sur l'ensemble des sites. Donc, on a la même méthodologie et pas forcément les mêmes spécificités à prendre en compte, mais en tout cas, on a un protocole unique, ce qui permet en fait d'avoir aussi une analyse comparée des différents sites. Et enfin, en dernier temps, je vous présenterai rapidement quelques exemples d'applications sur les 3 types d'évaluation que l'on mène aujourd'hui pour les différents sites métropolitains. Donc, rapidement, le RICEP, c'est une association en fait, qui réunit à la fois des professionnels de la pêche, des techniciens de la filière et des scientifiques. Moi-même, je suis issu de l'Université de Nantes. Voilà, on fait bénéficier finalement cette filière de toute une logique R&D, puisqu'on est adossé au laboratoire d'économie de Nantes. Ça fait à peu près 25 ans qu'on travaille sur les sujets pêche. Et donc, beaucoup de choses qui ont été faites dans l'éolien sont finalement sont apparues sur d'autres problématiques, puisque la pêche connaît un encadrement, notamment à travers la politique commune des pêches, depuis de nombreuses années. Et finalement, l'activité éolienne correspond sur certains sujets à des problématiques d'encadrement de la filière en général. Donc, au sein du RICEP, on a 3 métiers principaux, les études d'impact socio-économique, donc ça fait partie des sujets éoliens. Et puis après, deux autres métiers qui sont en sujet par rapport à nos activités que je vous présente aujourd'hui. On est une petite équipe, une quinzaine de personnes, voilà, et avec un réseau d'experts professionnels scientifiques sur l'ensemble du littoral, voilà, pour pouvoir répondre précisément aux particularités de chaque site. Donc en 2022, nous, on a un retour d'expérience aujourd'hui sur plus de 15 projets offshore. En fait, quand on dit projet offshore, on intègre à la fois l'éolien offshore, donc le parc et son raccordement, mais aussi des travaux d'interconnexion, notamment que RTE a mené avec 2 études préliminaires FAB, IFA2, et puis finalement IFA2 qui a été construit récemment. Sur l'ensemble de ces sites, on est intervenu sur des problématiques différentes en fonction finalement de l'état d'avancement des projets, des études initiales jusqu'aux états de référence. Et aujourd'hui, on est pour certains sites qui sont en travaux sur l'accompagnement pour les protocoles d'indemnisation, puisque finalement, sur l'ensemble des sites, il reste des risques pêche résiduels. Et enfin, on est en train de finaliser avec EDF RTE actuellement, dans le cadre du parc du Bande-Guérande, un protocole de suivi, voilà, qui est quelque chose, pour moi, est quelque chose de nouveau, mais indispensable pour aussi bien s'assurer que, justement, lorsque le parc est construit, les risques qui ont été identifiés en amont, finalement, sont ceux qu'on constate en phase construction, mais aussi potentiellement en phase exploitation. Donc, on a globalement 4 grands types de méthodologies. En phase pré-projet, on a deux opérations que l'on mène. Donc, l'état initial, où là, vraiment, c'est accompagner en fait, les acteurs professionnels et industriels dans l'analyse de toutes les mesures d'évitement ou de réduction de l'impact qui sont identifiées en amont. Toujours en pré-projet, juste avant le lancement de la construction, on a un état de référence avant travaux, où généralement, finalement, il reste potentiellement des impacts sur l'activité de pêche. Et là, les principales questions qui se posent sont des questions de compensation, à la fois collective pour l'ensemble des navires concernés ou pour la filière locale, voire même individuelle parfois, lorsqu'il y a des navires particulièrement inféodés à la zone et qui se retrouvent pendant toute la durée de la construction exclus de fait de ces zones de pêche. Et puis par la suite, en phase opérationnelle, donc phase construction, ce que je vous disais, les mesures de compensation individuelles, donc le IMCI. Donc là, l'idée, c'est d'anticiper en amont, avant de lancer la construction, les éventuelles entreprises qui potentiellement pourraient être impactées de manière significative et donc mettre en place des mesures de compensation pour leur permettre en fait de tout simplement continuer leur activité pendant cette phase de construction. Voilà. Et puis enfin, le dernier point, le protocole de suivi en phase de travaux puis exploitation. Donc, pour revenir sur les particularités de la pêche, j'ai repris quelques petites slides assez synthétiques pour poser un peu le sujet de ce qu'on va regarder nous par la suite.
Je pense que ça a été bien précisé par Brice et les différentes questions qu'il y a eu. En fait, en mer, il n'y a pas qu'un seul type de pêche. Donc, forcément, selon les sites, vous allez avoir des problématiques spécifiques en fonction des métiers qui sont pratiqués dans les zones d'implantation, notamment en fonction de l'art traînant ou l'art dormant qui va potentiellement conduire à un design du parc différent. Même chose pour un navire, il n'y a pas toujours qu'un seul type de pêche ni une seule zone de pêche. Ça va varier selon les ports d'attache. Certains navires ont des zones de pêche qui sont très réduites de par leur taille, d'autres ont des zones de pêche beaucoup plus larges, donc des capacités de report plus simples. Ils ne sont pas toujours présents dans ces zones-là en même période, en fonction des espèces qui vont cibler la saisonnalité. Donc, ce qui veut dire que quand on regarde l'analyse de l'impact, il faut intégrer tous ces facteurs dans l'analyse. Même chose, dans une zone de pêche, il n'y a pas qu'un seul type de pêche. Hein. Je crois que la démonstration de Courseul, l'organisation entre les différents types de pêche en fonction de la zone nord ou de la zone sud est un bon exemple. Et en fait, surtout dans une zone de pêche, il n'y a pas forcément qu'une activité de pêche, il y a aussi d'autres activités, marchandes ou non marchandes, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir de fait des problématiques de cohabitation en dehors de ces zones, et donc la problématique du report n'est pas la même selon les sites, en fonction des autres usages qu'on a autour du parc. Et voilà, et surtout, donc ça c'est le vrai sujet pour nous, en fait la pêche, c'est pas qu'en mer, c'est surtout aussi une filière économique qui intègre finalement toute une création de richesse filière et une économie littorale. Et toute perturbation finalement d'une activité de pêche peut être amenée à perturber toute une filière terrestre. Voilà. Et quand on regarde en fait cette filière terrestre, il faut avoir en tête que, comme toute autre activité économique, la pêche est confrontée, la filière pêche est confrontée à tous les aléas de n'importe quel secteur d'activité. Et là, c'est une petite image pour mettre en évidence en fait l'écosystème de la filière pêche. On se rend compte qu'il y a énormément d'interactions, ce qui veut dire que quand un site est analysé, un site potentiel d'implantation d'éolien, il faut aussi regarder tout l'environnement et tout l'écosystème qu'il y a autour, puisque selon les types de pêche, vous pouvez avoir des expositions plus ou moins importantes aux aléas économiques, notamment classiques qu'on peut avoir pour toute cette activité. Donc, nous, ce que l'on regarde initialement, en fait, on connecte cette filière pêche à l'entreprise de pêche qui est de fait l'entreprise qui va amener pour la première fois une richesse à terre et donc générer un ensemble d'emplois sur cette filière. Donc, notre point d'ancrage, c'est le navire. Et donc, pour pouvoir imaginer en fait cette activité à terre, il faut aussi regarder précisément la contrainte sur les entreprises de pêche. Et donc, concrètement, la filière pêche, elle a déjà une activité qui est exposée à plein de facteurs qui sont totalement indépendants du système éolien offshore. Donc, en fait, ça concerne tous les navires, qu'ils soient concernés ou pas pour le projet. Vous avez les effets de la conjoncture économique, ce que je vous disais. Vous avez les effets de la biomasse. Voilà, la biomasse n'est pas que affectée par les activités de pêche, elle est aussi liée à l'évolution climatique, qualité des eaux et ainsi de suite. Et vous avez aussi et surtout les effets qui sont liés à l'encadrement réglementaire, c'est-à-dire qu'une activité de pêche est particulièrement encadrée. Et pour le coup, cet encadrement est aussi très évolutif d'une année sur l'autre, que ce soit en termes de possibilités de pêche en quota ou en termes de règlement d'accès à certaines zones avec certains types d'engins. Donc, quand on imagine sur 10 ans l'analyse qui a été menée, par exemple, sur Courseul, en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses sur ces trois sujets-là, ce qui fait qu'une situation qui est observée en début de projet en amont n'est pas forcément celle qu'on va observer au moment où le parc se construit. Et donc, il faut les intégrer en amont pour éviter justement d'être confronté à des effets cumulés qui ne soient pas gérables pour les entreprises de pêche. Donc concrètement, quand on remet sur un schéma
les différents enjeux, donc les enjeux environnementaux qui viennent perturber les activités de pêche potentiellement chaque année, les enjeux réglementaires, les enjeux en termes de pratique, et puis aussi les enjeux d'un point de vue socio-économique. Et en fait, tous ces enjeux, ils sont totalement interdépendants. Et la particularité, c'est qu'un parc éolien, quand il s'installe, finalement, il va potentiellement toucher à tous ces enjeux. Et donc, c'est la grosse difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est, vous imaginez, dans le cadre d'un protocole de suivi, c'est isoler finalement l'impact que pourrait avoir un parc éolien par rapport à l'ensemble des autres effets qui pourraient être totalement indépendants. Donc, pour pouvoir mener ça, on a essayé d'isoler ces effets qui sont potentiellement dépendants d'un projet éolien, c'est-à-dire là où le projet peut venir perturber l'activité de pêche. Donc, il y a très clairement les effets directs. C'est ceux, en fait, assez simples à imaginer. C'est que pendant une période donnée, dans un espace donné, l'activité de pêche est exclue. Donc, on perd potentiellement directement toute l'activité de pêche qui est issue de cette zone. Donc, ça va concerner essentiellement les navires qui pratiquent historiquement cette zone. Après, vous avez les effets qui sont indirects. Et cela, par nature, il est très difficile de les anticiper en amont, puisqu'ils peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Et donc, ces effets indirects, vous allez les retrouver comme étant assez classiques, ce qu'on avait dit avant, les effets de report d'activité. C'est tout bête, mais les navires qui sont exclus d'une zone pendant 2 ans ou 3 ans de travaux vont être amenés potentiellement à se reporter dans d'autres zones et donc potentiellement venir perturber d'autres navires de pêche qui, historiquement, étaient seuls dans ces coins-là. Donc, il y a des sujets de report d'activité et de cohabitation sur ces zones de report. Et enfin, il y a aussi les effets des travaux sur la biomasse, c'est-à-dire toutes les études environnementales qui sont menées par ailleurs dans le cadre d'un projet éolien, qui peuvent potentiellement venir affecter de manière positive ou négative d'ailleurs, mais en tout cas peuvent avoir un effet sur la biomasse. Et alors, ces effets directs, on sait les mesurer en état de référence, donc toute la phase amont, puisqu'en fait, c'est assez simple, on isole les navires qui sont concernés et on évalue comment ces navires peuvent finalement poursuivre leur activité durant la phase travaux. Après, par la suite, on est dans la logique de protocole de suivi, voilà, basé sur des scénarios en amont et d'évaluation en posteriori. Donc, nos premiers retours d'expérience permettent déjà de vous faire part d'un certain nombre d'éléments qu'on a identifiés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est finalement sur les spécificités de sites. C'est-à-dire que selon les sites, on va avoir des types de navires qui sont différents en termes de taille, en termes d'espèces ciblées, de métiers pratiqués, en termes aussi de concentration. On va retrouver des espaces peu pratiqués où les parcs éoliens s'implantent et d'autres au particulier où il y a beaucoup de navires qui sont dans ces zones. Voilà. Et vous avez aussi des parcs où les entreprises de pêche présentent des niveaux de dépendance très faibles, mais ils sont nombreux, et d'autres où on a des niveaux de dépendance assez élevés, avec une partie de la flottille qui est concernée à des niveaux importants. Et puis aussi, vous avez, selon les sites, puisque c'est une activité de pêche qui touche l'ensemble du littoral et qui vit, ce que je vous disais, en 10 ans, un type de métier peut avoir une fragilité économique différente de celle qu'il a connue 10 ans plus tard ou plus tôt. Et donc, pour le coup, on a cette logique d'analyse des effets cumulés, c'est-à-dire que les travaux ne tombent pas toujours au meilleur moment pour ces navires. Autre élément clé, c'est la notion de concentration des effets directs et indirects. Ce qui, en fait, nous importe, nous, ce n'est pas forcément uniquement, je dirais, l'amplitude de la richesse qui est extraite de cette zone, l'importance, c'est surtout sa concentration, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec l'essentiel de l'activité liée à un seul port, puisque globalement, si vous avez toute une partie des navires concernés par la zone d'implantation qui se retrouvent dans des difficultés pendant 2 ou 3 ans, on peut avoir ce qu'on appelle des effets de seuil, c'est-à-dire finalement, ça peut entraîner l'ensemble de l'activité portuaire
Et donc, quand on est dans ces situations-là, on a connu ça sur certaines décisions de la politique commune des pêches. Vous avez eu, face à l'Atlantique, la fermeture notamment de la pêcherie d'Anchois. Au final, les ports qui étaient concernés, il n'y en avait que 2, ont eu des énormes difficultés à globalement se remettre de cet arrêt de la pêcherie. Donc, on est sur des schémas à peu près comparables. Ce qu'on regarde aussi, c'est la capacité de report des navires impactés, parce que ça, c'est un sujet, pour qu'en fait, les entreprises qui sont concernées puissent, durant les 2 ou 3 ans de construction, maintenir leur activité et surtout ne pas venir perturber d'autres. Et enfin, un élément important qu'on oublie souvent, c'est le risque de perturbation de toute la dynamique de la demande, puisqu'en fait, sur un port, vous avez les navires qui font l'offre, mais vous avez aussi des acheteurs. Et lorsque un port se retrouve avec toute une partie de l'approvisionnement spécifique de certaines espèces cibles des navires qui étaient concernés par la zone qui disparaît, ces acheteurs, ils n'ont aucune raison de rester sur le port, et donc ils vont potentiellement, à travers leur départ, aussi impacter toute la dynamique de la demande sur les autres navires qui, eux, ne sont pas concernés initialement. Donc voilà ce qu'on regarde. Donc concrètement, je vais vous juste présenter de manière très simple des exemples de caractérisation. Donc ce que je vous disais, on a une approche commune autour du processus VRC, une méthodologie commune. On s'appuie sur les sources de données communes, c'est-à-dire systématiquement des données spatiales et des données économiques, parce que ce sont les 2 sujets qui sont indispensables à maîtriser pour pouvoir comprendre ce que fait un navire en mer et de quoi il vit finalement. Et puis des indicateurs communs, puisque l'idée, c'est que ces indicateurs puissent être comparés entre les différents sites et suivis dans le temps. Donc, on mène un travail avec l'ensemble des comités des pêches. Les comités des pêches, en fait, ont déployé un système d'information qui leur permet de spatialiser l'activité des navires de chacune de leur région. Et donc, avec les comités, on identifie les navires qui sont présents dans la zone. Donc, en fait, c'est un maillage qui intersecte le projet qui est schématisé en orange. Et en fait, on regarde dans ce maillage-là quels sont les navires qui pratiquent la jaune. Donc, ce sont les comités qui font ces analyses. On croise cette spatialisation avec le chiffre d'affaires qui est débarqué par ces navires, ce qui nous permet d'évaluer les navires qui sont dans la zone jaune. Selon les situations et la finesse de la donnée, on applique des rapports de surface pour évaluer le chiffre d'affaires qui est dans la zone orange. Et nous, on vient y greffer tout le modèle économique associé pour les différents types de navires qui sont concernés par cette zone orange, ce qui nous permet de décliner à travers l'activité de production qui est commercialisée dans les ports, de décliner toute la partie filière et donc les flux de création de richesse qui sont générés aussi bien au niveau des fournisseurs de biens et services des entreprises de pêche qui génèrent de la richesse grâce aux services qu'ils apportent au bateau, et puis même chose côté aval de la filière pour en fait tous les opérateurs de la chaîne aval qui vivent des produits qu'ils achètent aux pêcheurs. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris. Alors, j'ai pris la décision de prendre l'exemple pour le caractériser parce que ça reste confidentiel sur les autres sites. Pour celui d'IFA2, puisque IFA2 est un projet qui est aujourd'hui construit, terminé et dont la phase d'analysation, en tout cas individuelle, est terminée. Donc là, c'est un exemple. Vous avez exactement la même chose que ce que je vous ai montré avant, mais pour de vrai, cette fois, c'est le cordon d'interconnexion que vous avez entre la France et l'Angleterre et tous les maillages qui entourent cette zone. Et lorsque l'on vient caractériser, on se rend compte qu'en fonction donc, du kilomètre, ça faisait à peu près 200 km, donc on avait la plus grosse dépendance de la flottille était sur les 50 premiers kilomètres, où à peu près on avait en moyenne 1,8% du chiffre d'affaires de la flottille qui est concerné, qui était dans cette zone. Et après, on avait très peu finalement de dépendance.
au reste en fait, du raccordement, enfin, de l'interconnexion. Autre élément, une fois qu'on a caractérisé finalement cette zone, on vient y apporter des modifications. En fait, on vient changer les pratiques des navires à travers les scénarios. Donc là, c'est un exemple de scénario mené donc par RTE lors de la phase d'analyse état de référence, de différents schémas finalement d'implantation des travaux pour l'interconnexion, avec des périodes d'autorisation, des zones d'autorisation et des potentiellement métiers qui pouvaient ou pas être autorisés. Et donc, on a intégré l'intégralité de ces différents scénarios en menant finalement une analyse de risque qui permet de chiffrer les impacts potentiels en les répartissant de chaque branche et permet surtout de comparer les scénarios entre eux. Donc, il n'y a pas que le scénario le plus, je dirais, impactant qui est regardé, parce qu'il peut être plus impactant, mais diffus en termes d'effets. Voilà, ça permet d'identifier les différentes flottilles qui sont impactées et de degré d'impact et les différents ports qui sont potentiellement impactés. Donc, concrètement, le résultat de ces scénarios, ça peut donner des choses comme ça. Là, on a un exemple où on a 5 ou 6 scénarios et on regarde, en fait, pour chacun de ces scénarios, la part de la richesse qui est perdue, qui est concernée par cette perte de richesse, aussi bien en termes de ports, de type d'entreprise de pêche et de type de métier. Donc, ça permet d'éclairer finalement un certain nombre de points, je dirais, en état de référence. Après, une fois qu'on rentre dans le mode, je dirais, plus concret, phase construction, donc ce que je vous disais juste avant, l'idée, c'est de regarder quelles sont les compensations à prévoir. Donc, on repart en fait de la logique individuelle, où on regarde l'ensemble des navires qui sont concernés, on évalue à quelle hauteur potentiellement ils ont un risque économique pour évaluer le montant associé et si le niveau d'indemnisation est suffisamment important pour déclencher une indemnisation individuelle. Donc, je vais vous passer tout le détail. L'idée, c'est d'identifier, en fonction de différents seuils de dépendance et de niveau de dépendance à la zone et de niveau d'indemnité, quels seraient les navires en fonction des choix qu'on retiendrait, qui seraient potentiellement indemnisables. Donc, en termes de dépendance économique, on voit que si on retient qu'un seuil de 3%, finalement, il n'y aurait que 2 types d'entreprises de pêche qui seraient potentiellement concernées. Si on diminue le seuil, ça permet d'intégrer d'autres métiers jusqu'à un seuil de 1%. Même chose au niveau des ports. Donc, ça permet d'éclairer en fait le choix des opérateurs sur globalement quels sont les acteurs qui, a priori, sont les plus sensibles, qu'il ne faut pas oublier dans le risque qui a été identifié. Donc là, c'est par exemple sur l'effet, en fonction des seuils de dépendance des navires, l'effet sur les ports. Voilà. Et puis pour terminer, c'est toujours une discussion importante qui est menée par rapport à l'ensemble du préjudice, c'est de savoir comment on essaye de le compenser au mieux. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux aller vers des compensations collectives avec des actions structurantes pour l'ensemble de la filière locale, ou est-ce qu'on est plutôt sur des compensations individuelles pour s'assurer que les entreprises particulièrement exposées passent le cap des travaux. Et donc, on analyse en fonction des scénarios minimisants, maximisants, les choix qui sont opérés en fonction des seuils. Ça permet d'évaluer en gros, en fonction des seuils, comment on consomme l'enveloppe de compensation initialement calibrée entre une compensation individuelle ou collective. On voit qu'en fonction des impacts, selon les scénarios, on a des compensations qui sont différentes. Voilà, donc j'ai fait le tour, c'est un peu technique pour certains moments, je suis désolé. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais retourner à la salle. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques concernant cette présentation? Oui, rebonjour, c'est plus une remarque qu'une question à proprement parler. C'était simplement pour préciser qu'effectivement, nous, à l'échelle des comités des pêches, ça nous paraît primordial de mener ce type d'études.
Donc on va aller vers cette demande-là, évidemment, de notre côté. Et pour préciser également que sur donc, la zone d'étude qui nous intéresse, au large d'Oléron, on a la plupart des navires qui sont concernés donc, par les réseaux habituels d'acquisition de données spatialisées, donc en grande partie des navires de Charente-Maritime, mais également les navires des Pays Noirs et, dans une moindre mesure, les navires de Bretagne. Donc on se tient à disposition, évidemment, pour participer à ce type de diagnostic, de simulation de scénario. Et nous, ça nous paraît quelque chose de très, très important de pouvoir quantifier tous ces effets-là socio-économiques sur l'ensemble de la filière. Voilà. Merci. Merci. Alors moi, je vais peut-être poser moi-même une question, alors certainement une question bête, mais tant pis. À quel moment cette étude-là, elle intervient? Je crois que vous l'avez dit au tout début de votre présentation, mais à quel moment on produit cette étude? Est-ce qu'elle est systématique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait sur tous les projets? Et qui produit ce type d'étude? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, elle est devenue systématique, ce n'était pas le cas avant. Voilà. Et en fait, à quel moment dès le départ. En fait, dès la séquence évitement réduction des impacts. Parce que c'est là que ça permet d'éclairer les acteurs sur finalement quelles sont les entreprises de pêche qui sont concernées, à quelle période. Et donc, ça permet aussi d'accompagner les industriels sur les mesures d'évitement et de réduction. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais à l'autre bout de la salle. Merci. L'atelier de ce matin portait, il me semble, sur les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement. On n'a pas du tout parlé de démantèlement. Donc, ma question est une question un peu bête, mais savoir si vous aviez déjà prévu des méthodes de suivi ou si quelque chose de ce que vous avez présenté va être appliqué en phase de démantèlement ou pas. En fait, c'est une bonne question. C'est un peu dans la même logique que la phase d'exploitation, c'est-à-dire que ce sont des questions qui se posent au fil d'avancement des projets. Donc aujourd'hui, le démantèlement, à partir du moment où on est capable de nous produire un scénario de démantèlement, on peut déployer des méthodes. Je crois que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est pas la priorité. En tout cas, c'est regarder, mais on n'a jamais réellement fait de scénario de démantèlement, si ce n'était un scénario maximisant, qui est un peu le pendant du scénario de travaux, c'est-à-dire que durant toute une période, on gèle cette zone de toute activité de pêche, le temps du démantèlement. Voilà. C'est le seul scénario jusqu'à maintenant qu'on a étudié ce démantèlement, mais ça n'apporte pas grand-chose finalement par rapport à une logique de travaux, parce que le démantèlement, ok, on peut l'imaginer techniquement, mais savoir ce que la filière sera dans je crois que c'est 25 ans l'exploitation. Dans 25 ans, c'est assez compliqué pour nous de prendre des hypothèses. Donc, voilà, c'est un peu prématuré pour moi. Bien sûr, oui, puis vous l'avez souligné, même d'une année ou 2-3 années sur l'autre, on a des variations au niveau de la ressource, au niveau du climat. Donc, c'est difficile à suivre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. Bon, écoutez, on avance tout à fait bien. Donc, pour compléter tous ces propos, on va donc c'est Aurore Gilman de RTE qui va faire une brève introduction. Ah, il y a une question. Il y a une question. Alors, attendez, on va... Il y a une demande d'intervention. Tu peux venir? Oui, bonjour, vous m'entendez? Voilà. On vous entend très bien. Oui, très bien, c'est Magali Lasserre du Comité régional des pêches. J'avais juste une question sur la méthode, parce que je trouvais ça très intéressant, qu'on évalue aussi les effets indirects. Parce que c'est vrai que dans la présentation, il y a un focus sur les effets directs et les effets indirects. Je vais la présenter. Et du coup, je me demandais si dans l'évaluation des mécanismes de compensation, il y avait cet aspect-là, des effets indirects. J'ai cru comprendre de la présentation, bon, c'est allé assez vite, que c'était simplement sur les effets directs. Donc voilà, c'était ma question. Merci. C'est une bonne question. En fait, justement, comme ils sont indirects, c'est très difficile d'évaluer en amont les risques associés et donc on va dire les enveloppes de compensation.
C'est pour ça qu'un protocole de suivi permet en fait de documenter la réalité des effets indirects. En tout cas, c'est l'objectif qu'on poursuit, hein, qui n'est pas simple, il faut l'imaginer, pour avoir en fait une base de discussion sur la mesure de ces effets indirects et donc le niveau de compensation qui devrait être associé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je recommence. C'est Aurore Gimal de RTE qui va commencer et qui est avec nous aujourd'hui, qui va commencer à introduire et qui passera la main ensuite à Gaëtan Morin qui complétera son propos. Attends. Voilà. Non, celui-là ne marche pas. Bien, bonjour à tous. Donc, quelques mots d'introduction pour rappeler l'activité de RTE, donc, qui a été fait mention plusieurs fois précédemment par le représentant de l'UNICEF, réseau de transport d'électricité. C'est là-dessus, Carole. Oui. Ah, oui. Donc, notre rôle pour les projets éoliens en mer, c'est de les raccorder jusqu'au réseau terrestre existant et d'intégrer au mieux la production dans le mix électrique national. Et nous sommes donc en charge de l'ensemble des raccordements éoliens en mer lancés par l'État en application de sa planification pluriannuelle de l'énergie depuis les années 2010, donc depuis les premiers projets éoliens posés. Nous raccordons également les fermes pilotes et les flottantes. Et nous sommes donc aux côtés de l'État pour les nouveaux projets sur les différentes façades, dont la façade sud-atlantique. Un raccordement depuis les réformes récentes, c'est-à-dire depuis 2018, débute au poste électrique en mer. Ce n'est pas le cas des premiers projets, comme le fait et sa vocation est d'élever, de collecter l'électricité produite par les éoliennes pour exporter le courant via des câbles haute tension jusqu'au littoral, à la jonction d'atterrage, pour aller chercher les réseaux terrestres dans les terres. Ce raccordement dépend de deux choses, de la puissance à raccorder, de la distance au réseau de transport terrestre, c'est-à-dire les questions posées au public pour ces nouveaux projets, comme c'est le cas pour le débat public en cours sur la façade. Juste un mot pour dire qu'il y aura aussi une concertation après la phase de débat public. Donc pour un débat public comme celui-ci, on part sur une zone d'étude, donc ça n'est que une zone d'étude, avec plusieurs variantes de cas échéant. C'est le cas pour ce projet au nord ou au sud de l'île d'Oléron. L'objectif, et à l'issue du débat public, pour nourrir la décision ministérielle, c'est de proposer une zone d'étude resserrée. Par exemple, resserrer à une variante sur deux, les cas échéants. Donc si l'État poursuit le projet, on partira après en concertation fontaine, c'est-à-dire une concertation avec les parties prenantes et le premier chef desquels les pêcheurs sur la partie maritime de ces projets, pour définir un fuseau de demande d'impact. Et ce fuseau de demande d'impact, il fera quelques centaines de mètres de large, et c'est au sein de ce fuseau de demande d'impact que définira l'État que nous mènerons les études de détail, et notamment les études pêche et navigation. Ensuite, on aura toute la phase qui a été aussi présentée par le WPD, instruction, des autorisations, études d'impact, etc., jusqu'à la phase travaux, qui occupera encore moins d'espace maritime, puis la mise en service, où on ne verra plus que le poste électrique en mer s'agissant de la partie maritime. Un mot de la concertation qu'on a pu mener avec les comités des pêches concernés par les projets soit d'interconnexion, ça a été dit,
soit de raccordement éolien en mer depuis les années 2010 au sein du Conseil national, du Comité national des pêches. Et un GP, qui a été un groupe de travail qui a été mis en place, où ont participé donc, les comités les plus investis, les plus concernés. Et pendant plus de 2 ans, on s'est parlé, tout simplement pour que RTE, qui est arrivé en mer, nous plutôt un opérateur terrestre historiquement, comprenne bien les enjeux de la pêche et répondre aux inquiétudes aussi. Et inversement, que les comités puissent expliquer en quoi leurs activités sont spécifiques en fonction des zones concernées. Donc, ça a été un long travail, mais assez fructueux, puisqu'il aboutit à la signature d'un guide de bonnes pratiques fin d'année 2017, qui a vocation à structurer les échanges dès la phase amont jusqu'à la phase suivie, donc exploitation, pour tous les projets, qu'il s'agisse d'interconnexion ou de raccordement éolien en mer, avec des modalités de coopération qui sont définies et des engagements réciproques. Donc, ils sont assez simples, ils sont évidemment détaillés dans le guide, vous pouvez le télécharger en ligne, j'en ai quelques exemplaires sur moi si vous souhaitez également. Le premier objectif, c'est de limiter évidemment l'impact des travaux lors de la phase travaux ou d'exploitation sur les activités de pêche. L'autre objectif commun, c'est de communiquer régulièrement sur les différentes étapes du projet, les risques à signaler, ça va bien dans les 2 sens, c'est très important. L'objectif évidemment partagé, c'est de garantir la sécurité aussi bien des navigants que de l'ouvrage électrique. Et enfin, c'est une demande qui est récurrente de tous les comités, c'est de privilégier l'enfouillage, c'est-à-dire de placer le câble sous le fond marin dès lors que c'est possible. C'est là qu'on peut travailler là-dessus ensemble, dès la phase de débat public et surtout dans la phase de concertation complète. Ce choix de fuseau de moindre impact est essentiel pour qu'on soit en mesure de privilégier l'enfouillage. Il y a eu aussi un dialogue sur les procédures d'indemnisation, on pourra parler juste après. À ce stade, c'est notre objectif, mais évidemment, ça relève de la décision du Prémar, cela a été dit. On vise l'absence de restriction d'usage au bois de nos câbles. Pour l'instant, on touche du bois, l'objectif est atteint. On verra ce que ça donne pour les futurs projets qui sont toujours en phase de travaux. Donc, je vais laisser la main à mon collègue Gaëtan Morin, expert de l'environnement marin et de la pêche, qui va pouvoir partager aujourd'hui autour du REX sur le parc de Saint-Nazaire, dont on a fini le raccordement il y a déjà plusieurs mois de cela. Merci Aurore. J'espère que vous m'entendez tous bien. Si c'est bon, on va pouvoir enchaîner donc, du coup, sur ce retour d'expérience lié au raccordement du projet de Saint-Nazaire. Donc ma présentation en fait vise à vous présenter donc les règles d'usage qui se sont appliquées sur la phase de chantier, la communication aussi qu'il y a pu y avoir et bien sûr la partie indemnisation en phase travaux. Donc juste pour vous refaire un petit laïus sur le projet de Saint-Nazaire, donc que ce soit nous avec du coup le porteur de projet, la Société Parc du Banc-de-Guérande, on a dès 2013-2014 mis en place une concertation préalable et un débat public sur les études générales du projet. Donc ça a été la première phase du projet. Après, en 2015-2018, toute la phase de concertation a continué. On a réalisé nos études environnementales. On a déposé nos demandes d'autorisation pour obtenir l'ensemble de ces autorisations en mai 2017. Et les travaux ont débuté dès 2018 avec le lancement de la création du poste électrique de Prinquio. Ensuite, en 2019 et en 2022, c'est la suite des travaux qui a continué. Donc, les travaux à terre en 2019 avec le génie civil, qui part de la plage de la Courance jusqu'à ce poste électrique de Prinquio. Et en 2020-2021, c'est les travaux en mer qui ont débuté. Et donc, on a logiquement une mise en service du raccordement qui est prévue pour avril pour la première ligne et juin pour la deuxième ligne. La consistance du projet, donc si on part de la mer, donc en mer, il y a le parc éolien qui va être installé, le poste électrique va être installé dans une zone assez centrale de ce parc éolien. Ensuite, en vient une liaison sous-marine de 33 km. Cette liaison sous-marine, c'est 2 câbles qui relient ce poste électrique en mer à la plage de la Courance où l'atterrage se réalise, donc où la liaison souterraine et la liaison sous-marine se rejoignent. Ensuite, on a une liaison souterraine de 27 km qui utilise principalement les voiries existantes et qui file vers le poste électrique de Prinquio qui a été réalisé et construit pour ce projet. Et derrière, on vient se raccorder au réseau existant.
Donc la suivante, on peut voir une carte que je trouve intéressante, on en parlait en plus la dernière fois, sur la notion de moindre impact. Et là, du coup, je voulais vous présenter, comme Scoror évoquait aussi juste avant, le fuseau de moindre impact qui était ressorti de la concertation. Et ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, c'est finalement toutes les contraintes qui étaient déjà existantes sur la zone entre les différents chenaux de sortie du port de Saint-Nazaire, les concessions qui pouvaient exister pour les granulats et d'autres zones aussi d'attente pour le port et des zones de pêche aussi. Tout ça nous a amené à finalement avoir un tracé qui s'est dessiné assez naturellement sur la zone. Donc, après, on peut passer, parce que finalement, il y avait une petite vidéo, mais on ne la passera pas. Du coup, là, je vais enchaîner sur les règles d'usage pendant la phase des travaux en mer. Du coup, on peut y aller. Merci. Donc voilà, la phase des travaux en mer. Donc, qu'est-ce qui a été d'abord mis en place et exigé un peu par le monde de la pêche? C'était de réaliser un chantier glissant. Donc, ce chantier glissant pour le maintien de l'activité, notamment aux arts traînants, au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Pour ce faire, on a découpé en 3 blocs dynamiques. C'est les flèches bleues que vous pouvez voir à droite qui ont été fermées en fait, progressivement au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci a été rendu possible sur Saint-Nazaire parce que la technique d'installation est un peu particulière. C'est une technique où l'ensouillage par charrue et la pose du câble est simultanée. Il faut savoir que sur d'autres projets, tels que Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc, la procédure d'installation est différente et en fait, on le fait en 2 temps, avec un premier temps où on pose les câbles sur le fond et un deuxième temps où les engins d'essuyage, que ce soit les trancheuses, les hydrojettings et autres charrues, interviennent en un second temps. Donc voilà, ça c'est une particularité de ce projet qui nous a permis de faire, ce chantier progressif. Alors en dessous, sur les restrictions, donc, elles étaient de 3 ordres. Du coup, on a d'abord une restriction statique. Donc cette restriction statique, c'est sur une bande de 0,5 000 nautiques le long du tracé. Les arts dormants, les mouillages et les arts traînants après la pose du premier câble, du coup, sont interdits sur la zone. Là-dessus, la navigation, bien sûr, est maintenue. Ensuite, il y a 2 restrictions dynamiques. Finalement, dynamique parce que c'est en suivant l'avancée de la pose du câble par le navire câblier. Donc là, sur une bande d'1 000 nautiques, sur cette restriction dynamique, les arts dormants et les arts traînants ont été totalement interdits sur une bande d'1 000 nautiques, donc finalement jusqu'à la fin et pendant les travaux. Ça, du coup, ça a été ouvert au fur et à mesure du coup de la vérification après de la bonne pose et du bon essuyage des câbles. Et il y a une bulle dynamique, celle-ci vous allez rencontrer assez souvent, c'est ce que vous voyez à droite, le navire câblier, autour de lui, on a une restriction à la navigation par contre, et dans cette restriction à la navigation, elle est d'1 000 nautiques à l'avant et à l'arrière du câblier, et de 0,5 000 nautiques de part et d'autre du navire câblier. Donc là, par contre, c'est usage et aussi navigation qui sont interdits. En dessous, comment ceci s'est formalisé? En fait, ceci s'est formalisé par des arrêtés que la Prémar a pu édicter. Là, je vous présente 2 arrêtés qui ont été mis en place. Le premier est intéressant parce que vous pouvez voir notamment cette zone B1, du coup, qui est la première zone qui a été fermée aux usages. C'est ce fameux chantier progressif. Et ce que vous pouvez voir, le point rouge, c'est le point d'avancée en fait, du navire câblier sur la zone. Ça, après, vous verrez dans la partie communication, quotidiennement, en fait, des annonces ont été faites aux usagers pour leur dire aujourd'hui, le bateau est là, dans 24 heures, il sera à telle distance. Ensuite, cet arrêté, donc vous imaginez bien, toutes les zones, au fur et à mesure de l'avancée des poses de la première liaison, puis de la deuxième liaison, tout l'ensemble du tracé a été interdit, du coup, non pas à la navigation, mais aux activités. Et
Une fois les travaux terminés, donc ces travaux qui ont duré à peu près 2 mois, on a installé le premier câble du 9 août au 26 août. Ensuite, sont suivis 7 jours où le deuxième câble a été installé sur le bateau, le câble Enterprise. Et après, la deuxième partie a été réalisée également en 1 mois, du 14 septembre à mi-fin octobre. Une fois tout installé, ce qu'on peut voir ici, c'est le moment où, en fait, où on a redonné finalement les zones avec cet arrêté numéro 8, qui était finalement un des derniers arrêtés, celui du 25 novembre, où on pouvait voir juste que la zone du câble, en finale, a été redonnée à la zone. Il est resté 2 points, une zone qui s'appelle point kilométrique PK 8.5, où là, les interdictions de pêche ont été maintenues, et une autre à 19.5. Pourquoi? Parce qu'en fait, la profondeur d'ensouillage n'avait pas été atteinte. Donc, du coup, des enrochements complémentaires ont été installés sur cette zone-là. Et ensuite, sur la zone au niveau du parc, en fait, le câble a été installé en wait storage, donc en attente de l'installation de la sous-station. Donc du coup, on a dû garder en fait cette zone avec une interdiction parce que le câble était sur le fond marin. Et de plus, on a installé en arrivant sur le banc de Guérande des enrochements aussi complémentaires pour maintenir le câble une fois qu'il arrivait sur le banc. Sur la phase de communication, donc là, ce qui a été intéressant, c'était de mettre en place du coup une communication quotidienne avec les marins pêcheurs. Donc là, ce que vous pouvez voir à droite, c'est cet exemple de communication quotidienne où vous voyez notamment le bateau, donc le point rouge. Donc c'est l'endroit où le bateau se situe au moment de l'envoi de la communication. Et derrière, vous avez le point vert où on est capable de dire le bateau dans 48 heures sera à cet endroit-là. Ça permet aux marins concernés qui exploitent cette zone-là de savoir où sera situé le bateau, étant donné qu'il y a des contraintes de navigation autour du bateau, de se dire « Ok, je vais essayer d'éviter cette zone-là ». Potentiellement aussi, s'ils ont installé des filières, des filets, de se dire « Tiens, on les enlève parce qu'à proximité, ce sera un peu complexe de travailler ». Ce mail, donc, comme il est mentionné sur le côté, cette notice aux usagers, elle est destinée aux différents acteurs de l'État, que ce soit aussi sur le port du coup, de Saint-Nazaire pour la partie plus port de commerce et bien sûr à toute la filière aval et également au service de l'État et aux pêcheurs. Sur les communications, tous les jours, donc à 9 h, il y a une annonce VHF qui est réalisée sur la nature des travaux avec un canal VHF dédié pour ces travaux-là. La communication, elle peut être ciblée aussi avec les professionnels. On a, nous, ce que je vais vous présenter juste en dessous, un FLO, donc c'est quelqu'un qui s'occupe de la liaison avec le monde de la pêche, qui du coup a les contacts des marins. Il y a des échanges de mails, des appels, des textos ou des WhatsApp qui sont réalisés pour une plus grande fluidité de l'échange. Donc là, vous avez un deuxième exemple aussi de communication qui a été réalisé. Ça, c'est les communications au début des projets et des phases d'installation. Donc là, c'était le début d'installation du câble 1. Et en fait, ce document-là permettait à chacun de comprendre la nature des activités. Donc là, c'était sur un test d'ancrage et l'installation du câble numéro 1. Ensuite, de voir les moyens nautiques qui seront présents à bord, donc le navire câblier et les remorqueurs et navires chiens de garde qui étaient installés à côté. Du coup, la communication était rappelée, ce que je vous évoquais juste avant sur cette communication quotidienne, et derrière les restrictions en place qui allaient venir. Donc ça, c'est le premier document envoyé, et ensuite les documents quotidiens. Ici, je voulais vous faire un petit focus sur le rôle de ce FLO, qui veut dire, c'est un anglicisme, désolé, Fishery Liaison Officer, donc cette personne qui est rattachée au monde de la pêche et qui, pour nous, en fait, a une disponibilité quotidienne et 7 jours sur 7 pour suivre les opérations en mer et répondre aux questions des marins et à toutes leurs remarques. Donc, il faut savoir que
eux, ils sont à terre, et à bord, on a aussi des personnes qui parlent français pour pouvoir échanger avec tout le monde. Mais en clair, le travail de Bronnen May et d'Antoine Frick, vous pouvez voir ici, ça a été de mettre en place toutes les procédures de communication. C'est lui qui s'est occupé pour nous d'envoyer tous les mails que vous voyez au-dessus. C'est lui qui, avec nous, est le maillon pour transmettre les informations aux professionnels, au comité des pêches, aux navires chiens de garde, aux prestataires. Il s'occupe en fait d'être le chef d'orchestre de la liaison avec le monde de la pêche et en interface avec les travaux. Parfois, il y a eu aussi des appuis un peu plus techniques sur les interactions entre pêche et ouvrage en mer, notamment si besoin de déplacement de filière. Voilà, il a pu faire le relationnel. Mais tout ça, finalement, en lien avec le comité des pêches. Et c'est ce que je vous rajoute dans le petit encart à droite, c'est le rôle vraiment du comité dans la construction des supports pour nous dire si oui ou non ils sont bien réalisés, si ça va pouvoir servir, être lu par les marins concernés, et derrière aussi pour relayer du coup toute l'information. Sur les quais, en fait, heureusement que les gens du comité étaient là pour pouvoir nous aider, à la fois avec les antennes locales et aussi sur les quais pour aller installer notamment les couches informatiques à bord des navires. Ça a été un travail assez important pour que les marins aient dans leurs outils d'aide à la navigation, des cartographies en fait, mises à jour de nos travaux et de ce qui s'y passe. Donc là, sur l'indemnisation, c'est pas mal parce que ça va faire le lien avec ce que vous a évoqué du coup Laurent Baranger tout à l'heure. C'est l'application de cette indemnisation uniquement individuelle à ce stade-là pour les activités de pêche. Donc, pour comprendre l'activité, c'est ce que vous avez, ce qu'a évoqué Laurent là, une des questions, c'est le travail, à quel moment en fait sont lancés ces travaux. En fait, ces travaux ont été lancés dès 2013. En fait, via ce fameux programme Valpena de cartographie des activités de pêche, on a pu avoir dès 2013 une première vision sur la zone du parc. Ensuite, en 2014, on a demandé au Corepen de travailler donc sur la zone du parc et également pour nous sur la zone du raccordement. Et tout ça avec une mise à jour annuelle parce que le comité des pêches va sur les ports récupérer l'information et la donner de manière exhaustive tous les 4 ou 5 ans, je crois, et de manière ponctuelle, du coup, tous les ans. Tout ça, ça a permis d'avoir des résultats qui nous ont présenté les dépendances géographiques des marins, donc aux différentes zones, donc aux différents querroyages de ces données Valpena, par rapport à l'installation de notre raccordement. Et derrière, le RICEP, lui, a été travaillé plus sur la dépendance économique des entreprises de pêche ligérienne. Donc en dessous, qui sont les acteurs concernés par la mise en place de la compensation individuelle. Donc en premier lieu, bien sûr, il y a le comité régional des pêches qui fait le gros travail d'identification des pêcheurs impactés. Finalement, ce travail de compréhension de la dépendance géographique des marins aux zones de travaux. En dessous, le RICEP, dont vous avez eu la présentation, qui, eux, vont plus travailler sur la partie dépendance économique, avec le calcul du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé sur la zone de travaux, et derrière le calcul des indemnisations. En dessous, il y a les deux porteurs de projet, un RTE accompagné de Bronnen May pour communiquer les périodes et localiser les travaux sur la zone. Et ensuite aussi travailler avec finalement les 4 acteurs à la sélection des navires dans une instance, un comité de sélection qui a pu être mis en place. Tout ça, du coup, a été formalisé par la signature d'une convention entre le Corepem, RTE et le parc du Banc de Garde. Donc en dessous, c'est ce que l'on voit, comment les choses se sont passées. Donc une première convention avec RTE et le Corepem qui définit en fait les tâches de chacun et qui aussi définit le soutien financier versé par RTE au Corepem en échange de cet accompagnement sur l'identification de la dépendance géographique et le management aussi un peu de la mise en place de cette procédure de compensation individuelle pour contacter les marins, pour leur envoyer parfois certains documents, recevoir certains documents aussi de leur part. Et derrière, avec le RICEP, c'est un contrat de prestation, somme toute assez normal. Donc là, en dessous,
pour initier, pour lancer la démarche de compensation individuelle, la première chose à faire, c'est de fournir bien sûr la période de travaux, parce que souvent on travaille plutôt sur des périodes estivales, donc le calcul de l'indemnisation se fera sur les périodes de travaux, et bien sûr leur localisation, étant donné que le quai Royage Valpena, vous le voyez ici, pour notre site, il y avait presque 8 carrés Valpena en fait, qui étaient concernés, donc c'est les travaux, leur date à l'intérieur de chaque carré. Donc tout ça, on l'a fait avec notre FLO, et derrière, on pouvait indiquer le pourcentage de la maille concernée par les travaux pour in fine, calculer la dépendance géographique des différents navires de pêche. Donc en dessous, on enchaîne sur la sélection des navires et le calcul des indemnités. Donc, première étape, donc ça c'est un travail qui a été réalisé par notamment le parc du Banc de Guérande pour créer en fait un guide méthodologique. Donc ce guide a été envoyé à tous les armements pour qu'ils comprennent si oui ou non ils étaient concernés par cette indemnisation. Derrière, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est donc de présenter ces différentes étapes assez factuellement. Étape 1, suis-je concerné par la zone de projet? Donc là, on va vraiment regarder si le navire est dépendant donc, géographiquement. Donc, le calcul qui a été réalisé, c'est de se dire que si 2% de ma fréquentation au cours d'un mois ou 5% de ma fréquentation annuelle est réalisée au sein de ces carroyages, du coup, je suis présélectionné. En dessous, ok, je suis présélectionné, mais suis-je éligible à une indemnisation? Donc là, pour être éligible à l'indemnisation, il fallait sur la période de travaux réaliser au moins 2% du chiffre d'affaires dans la zone des travaux. Et derrière, on enchaîne sur la partie modalité d'indemnisation en fonction des montants et du préjudice qui a été élevé. Sur le projet de Saint-Nazaire, a été décidé de mettre en place deux indemnisations, une indemnisation au forfait et une indemnisation au réel. Donc là, vous pouvez voir les deux volets de cette indemnisation. Donc sur la première partie à gauche, c'est la procédure d'indemnisation au forfait. Donc en clair, c'est des tranches. Si on a entre 0 et 1500 euros d'indemnisation calculée, on touchera 1500 euros. Idem si on a entre 1500 et 3000 euros. Et entre 3000 et 4500 euros, c'est donc 4500 euros qui est donc reversé. Pour les montants supérieurs à 4500 euros, là par contre, la méthodologie était un petit peu plus complexe. Nous, côté RTE, on ne l'a pas appliqué. C'est plus côté Parc du Banc de Guérande qui l'ont appliqué. Étant donné que les montants étaient importants, mais le RICEP pourrait très bien vous l'expliquer, il y avait des options et des choix à faire pour du coup toucher l'entièreté de son indemnisation, soit de laisser son navire à quai pendant la période des travaux et toucher l'ensemble de son indemnisation, soit faire un choix mixte entre indemnisation et redéploiement, ou une autre option avec redéploiement complet, où l'indemnisation n'était pas forcément reversée, mais c'était un remboursement en fait, des surcoûts de redéploiement qui au final s'élèvent quasiment au même montant d'indemnisation. Donc là, ce que vous voyez, c'est le protocole transactionnel. En fait, une fois que tout ça a été réalisé donc, et validé, on a les montants des indemnisations. Les indemnisations donc, sont envoyées par le comité des pêches aux différents marins. Là, on vient à une phase où le marin dit oui, ok, ça correspond bien à ce que je fais comme activité sur la zone. Dans quel cas, la suite logique, c'est la signature de ce protocole transactionnel qui permet finalement d'accepter cet accord. On touche l'indemnisation en contrepartie de ne pas finalement se retourner contre RTE ou la société porteur de projet par la suite. Donc voilà, là ici vous avez un petit tableau donc, synthétique qui vous synthétise tout ce qui a été mis en place sur la zone. Donc nous, pour le raccordement de Saint-Nazaire, on a eu 3 indemnisations individuelles qui ont été mises en place, 3 phases. Donc une première phase pour la pose des câbles 1, 2 et les enrochements, donc c'est-à-dire du 9 août 2020 au 28 novembre 2020.
Ensuite, on a eu une deuxième phase parce qu'il y a eu des petits décalages travaux, donc il a fallu remettre ça à jour, et parce qu'il y a eu de nouveaux enrochements d'installer sur le point kilométrique 8,5 et 19,4. S'en est suivi en 2021 une troisième phase où là, en fait, on a eu des travaux de réparation à réaliser sur le câble, sur de la fibre optique au point kilométrique 16 et la pose aussi de matelas béton sur le point kilométrique 0,7. Donc cette première phase, vous voyez, 31 navires, 140 000 € d'indemnisation qui ont été versés du coup à ces 31 navires, sachant qu'on a travaillé, donc, comme je vous le rappelais, du 9 août au 28 novembre, donc quasiment 3 mois. Derrière, sur la totalité de l'indemnisation, c'est 35 navires qui ont été éligibles, parce qu'en chaque phase, en fait, c'est souvent les mêmes navires qui se retrouvaient. Donc, il y a eu 195 000 € d'indemnisation de versés pour ce projet-là. Les études, donc le Corepem a reçu, donc, au titre de son activité, de ce qu'ils ont pu réaliser sur la phase 1, 84 000 €. Et derrière, sur la partie RICEP, là, c'est les montants de notre contrat avec le RICEP en fonction de chacune des phases. Donc, voilà un petit peu comment les choses se sont déroulées entre indemnité pure et études. Donc, voilà, de mon côté, j'en ai fini avec la présentation. Très concrète. On parle des retours d'expérience. On commence à avoir en France les premiers retours d'expérience. Et là, on peut avoir des choses concrètes à montrer dans le cadre de ces réunions. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, je me retourne aussi dans ma collègue. Est-ce qu'il y a pas de questions? Pas pour l'instant. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais deux questions. Vous avez parlé une fois que l'indemnisation était envoyée, si le marin-pêcheur disait OK, dans ce cas-là, l'indemnisation est envoyée, qu'est-ce qui se passe s'il dit non? Est-ce qu'il peut dire non? Et quelle est la suite de la procédure? Et également, si j'ai bien compris, la présentation, c'était pour la période de construction. Si par exemple, il n'y a pas d'ensouillage prévu pour la période d'exploitation du parc, est-ce qu'il y a aussi des moyens de compensation qui sont prévus pour la période d'exploitation du parc vis-à-vis des câbles qui ne seront pas ensouillés, vu que ça limite la pêche également? Merci. Alors, je vais répondre pour la première question sur les envois des indemnisations. Donc, ce cas de figure est arrivé une fois sur IFA 2 notamment, où en effet on a eu un armement qui du coup n'est jamais venu, en fait, il n'a jamais rempli ses papiers pour toucher l'indemnisation. Du coup, nous, on met quand même une certaine date butoir. Il s'avère que là, la date butoir a été après même la réalisation des travaux. Donc oui, en effet, ça peut arriver qu'un marin ne le touche pas, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très, très, très rare. Après, voilà, là-dessus, en tout cas, nous, aujourd'hui, on est plutôt sur une réponse de tous les marins. Donc, que ce soit avant les travaux, on essaye de le faire au mieux, mais souvent, ça peut arriver aussi également a posteriori. Donc, on laisse aussi une petite marge, en fait, pour que les marins puissent revenir vers nous, même si les travaux sont finis. Pardon, ma question pour la première question, c'était est-ce que le marin peut contester la somme que vous lui proposez? Oui, il peut la contester, oui, bien sûr. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y a une commission de sélection. Après, il peut la contester, mais il y a quand même aussi un travail derrière tout ça. Donc, le fameux travail du RICEP qui a récupéré les éléments de chiffre d'affaires des marins concernés. Donc, on va dire que c'est un peu difficile quand même à remettre en cause en fait les montants qui ont été identifiés parce qu'ils sont vraiment issus des données en fait des armements. Donc c'est pour ça que le cas de figure arrive très très rarement. Même jamais arrivé d'ailleurs à ma connaissance. Et sur la deuxième question, est-ce que vous pouvez la reformuler? Si j'ai compris, toute votre présentation, c'était pour les indemnisations pendant la période de construction. Et du coup, j'avais la même question pour la période d'exploitation, si les câbles ne sont pas ensouillés. Par exemple, s'il y a un enrochement ou si c'est un matelas,
ça va grandement limiter la pêche. C'est Aurore qui répond. Oui, alors pour l'instant, le cas ne s'est pas posé. Notre objectif, comme je le rappelais, hein, c'est zéro restriction d'usage aux droits de nos câbles. Et donc, la meilleure façon d'atteindre, c'est l'ensouillage. L'enrochement pour des points extrêmement limités contre l'ensouillage. La cible de l'ensouillage de profondeur n'a pas pu être atteinte. Sur ce projet, on voit que c'est extrêmement limité. Voilà le premier retour d'expérience complet qu'on a partagé aujourd'hui avec vous. Les autres projets sont en cours de travaux. On vient de terminer le raccordement en mer pour Fécamp. Pour Seul, on ne va pas tarder à y aller. Donc voilà, il est difficile d'anticiper sur ce que seront les autres projets. Un projet peut-être qui sera particulièrement regardé de ce point de vue-là, ce sera le projet de raccordement des îles Gueux-Normoutier, où compte tenu de la localisation du parc, sur un banc rocheux également, on va devoir faire aussi de l'enrochement, si le sol est très dur, et on sait qu'il sera très dur, mais on ne le saura qu'en phase d'études pré-travaux, avec notre navire cabinet qui va faire des études de finalisation pour voir où exactement on fait de l'enrochement. En tout cas, ce qui est sûr sur l'enrochement, c'est qu'on le design de façon à ce qu'il puisse être compatible avec les usages de pêche identifiés en amont sur la zone. Et tout ceci sera travaillé étroitement avec le comité des pêches compétents, qui est encore une fois le COREPEM pour ce projet-là. Donc voilà, on a un objectif, on verra ce que ça donne pour ce projet, qui nous donnera un très bon retour d'expérience compte tenu de la nature des fonds rocheux pour ce projet-ci. Mais encore une fois, c'est avec l'évitement et la localisation qu'on pourra peut-être travailler ensemble sur le projet Oléron si celui-ci perdure à l'été. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais rebondir sur la question précédente. J'imagine que dans les études amont, je pense à vous, vous appréciez justement la gêne que peut procurer à la pêche les différents types d'ensouillage qui sont mis en place. Oui, disons que c'est la conséquence des différents types d'ensouillage qui donnent des hypothèses de coactivité. Et c'est ces hypothèses-là qu'on traite pour regarder quels sont les effets de la fiche de pêche. Donc, ça dépend des métiers sur zone, des technologies utilisées. Et je voulais juste répondre en complément de ce qui a été dit sur les possibilités de contestation. En fait, les armateurs qui se sont présentés aujourd'hui, on a traité plusieurs centaines de dossiers sur l'ensemble des sites. Ils viennent avec les pièces qui leur sont demandées. En fait, les pièces qui sont mobilisées pour les logicialisations ont été retenues justement parce que ce sont celles dont disposent les armateurs. Donc en fait, globalement, il n'y a aucun armateur qui a eu une grosse difficulté à apporter la preuve de l'arrêté de l'activité qui a été affectée par les travaux. Donc il n'y a pas eu de sujet de contestation pour le moment en tout cas. Voilà. Y compris sur l'activité économique, on a même utilisé des données de déclaration de revenus individuels pour des entreprises qui n'avaient aucune déclaration en comptabilité. Donc tout est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Non, en ligne, on n'a pas. Moi, j'en avais une, c'est le rôle de l'agent de liaison pêche, le FLO. Manifestement, il a un rôle clé dans toute l'animation de cette démarche. Et c'est ma curiosité. D'où vient-il cet agent? Comment vous l'avez recruté? Enfin, quel est son profil? Comment vous avez réussi à le trouver? Donc le FLO, sur beaucoup de nos projets, on lance une consultation. Donc souvent, il y a même plusieurs FLO dans un projet. Je vais prendre par exemple l'exemple du projet de Saint-Brieuc, où il y a donc le câblier qui a son propre FLO à bord, et nous-mêmes qui avons du coup notre FLO de liaison avec le comité des pêches. Donc voilà, c'est une consultation. Il existe des entreprises, dont Brun & May, qui répondent à cela. Il y a aussi CETEC InVivo qui répond à ce genre de consultation. Et donc, ils nous allouent une personne pendant toute la période des travaux. Donc, ils nous aident de la phase un petit peu amont où il y a finalement souvent les travaux préparatoires,
passage de Grimparin, réalisation des campagnes UXO, réalisation de certaines campagnes Géophie, Géotech avant les travaux, jusqu'à la présentation de la CNL, donc la commission nautique locale, où à ce moment-là, en fait, on présente les travaux qui vont arriver. Et après, sur toute la phase de travaux, ils sont là pour ces échanges de communication. D'autres questions avant qu'on close cette matinée? Bon. Julie, je te repasse le micro pour la suite. Eh bien, la suite va être assez simple. Hein. Je vais tout simplement inviter tout le monde à faire notre pause déjeuner. On se retrouve, pour ceux qui sont en ligne, je vous encourage à vous connecter 5 minutes avant le début. Voilà, qu'on ait tout le monde bien prêt à 14 h. Donc ici, même dans la salle, rendez-vous à 14 h. Donc pour cet après-midi, plusieurs interventions qui reviendront sur les questions de sécurité, d'assurance, de retombées financières, à la fois pour les collectivités, les ports. Voilà, donc avec des interventions qui vont s'enchaîner cet après-midi un petit peu sur le même format que ce matin, à savoir intervention, questions-réponses. Voilà, et donc on vous présentera bien entendu tous nos invités cet après-midi, en début d'après-midi à 14 h. Voilà, merci.